Bonjour et bienvenue à cet entretien avec l'écrivaine Fanny Demeule, présenté dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres. Avant tout, j'aimerais remercier BFC Avocat d'affaires, partenaire présentateur des rencontres et entretiens du festival. Alors, Fanny Demeule est chargée de cours à l'UQAM, d'où elle est diplômée du doctorat en études littéraires. Elle est aussi responsable éditoriale des maisons d'édition Tête Première et Hamac. En 2016, elle publie Déterrer les eaux chez Hamac, en lice pour le prix du meilleur premier roman de Chambéry en 2017 et le prix des libraires 2017, ainsi que lauréat du prix du meilleur premier roman de la Biennale littéraire des Cèdres 2018. Ce roman a fait l'objet d'une adaptation théâtrale au Centre du théâtre d'aujourd'hui en 2018, a été traduit en anglais sous le titre de Lightness en 2020 et est en cours d'adaptation filmique. En 2019, elle fait paraître un deuxième roman, Roux-Clair naturel, aussi chez Hamac, présent sur la liste préliminaire du prix des libraires 2020. Alors bonjour Fanny. Allô Anne-Marie. Bienvenue au Festival Québec en toutes lettres. Je suis tellement heureuse de pouvoir mener cet entretien. Quelle belle idée des organisateurs du festival. J'en suis enchantée moi aussi. Merci beaucoup à toutes les personnes derrière l'organisation. Merci à toi d'animer notre rencontre. Je suis vraiment très heureuse depuis Longueuil d'être parmi vous à Québec. D'ailleurs, euh, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Les organisateurs ont fait un jumelage par le nom de famille. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils faisaient aussi un jumelage par les cheveux. Mm. Mm. Voilà. Donc, assez de frivolité. Avant de discuter de tes œuvres, j'aimerais bien que tu nous parles de ton arrivée à l'écriture. Est-ce que tu as toujours voulu devenir écrivaine ou ça s'est fait graduellement? Et puis, à quel métier rêvait la petite Fanny? Ah, belle question pour commencer. Merci. En fait, quand j'étais jeune, j'étais vraiment une enfant dans son imaginaire. J'aimais ça me raconter des histoires, j'aimais ça en raconter à d'autres. Donc, c'est vraiment l'envie de raconter des histoires, d'inventer, de créer. J'étais un peu une enfant touche à tout en termes d'art. J'étais très curieuse. J'aimais peindre, j'aimais dessiner, j'aimais ça, faire du bricolage. Bref, vous voyez un peu le genre de portrait. Je m'exprimais surtout par l'illustration, par les arts visuels. Petite Fanny rêvait d'être illustratrice, peintre. Donc, c'est vraiment le monde de l'image qui m'a interpellée, je pense, avant tout dans le monde des arts. Ensuite, l'écriture, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser à titre créatif parce que j'ai toujours aimé lire. Mes parents m'ont toujours fait la lecture d'ailleurs le soir avant d'aller me coucher. Je les en remercie éternellement. Donc, j'ai toujours aimé lire, mais l'envie d'écrire m'est vraiment venue au contact de certains livres que j'ai lus vers la fin de l'enfance, fin du primaire. Hein. Donc, j'ai eu ma phase Harry Potter. En fait, l'univers d'Harry Potter, pourquoi je le nomme, c'est qu'il m'a vraiment montrer les possibilités de l'écriture pour faire naître un univers entier dans la tête de quelqu'un. C'est cette magie-là réelle des mots qui m'a fait découvrir en fait l'univers d'Harry Potter. J'ai vraiment eu la piqûre à ce moment-là. J'ai voulu écrire mon premier roman aussi à 10 ans. Puis j'ai vraiment découvert l'espèce d'état de transe dans lequel ça me menait aussi. Le fait non seulement de vouloir porter d'autres personnes à travers mes mots, mais moi aussi de me transporter en vivant ça. Et cette espèce d'état-là, j'ai voulu le poursuivre encore et encore. Et à partir de ce jour-là, mon rêve de devenir peintre illustratrice via les couleurs, les formes visuelles, s'est transposé en quelque sorte en peintre des mots. Donc, j'avais envie de, c'est ça, faire naître, comme Harry Potter avait fait naître chez moi, ces images-là, ce transport-là ailleurs. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai approché l'écriture. Donc, c'est un peu la même volonté que j'ai toujours eue c'est ça, de montrer quelque chose à quelqu'un à travers les mots. Puis, j'ai eu la chance aussi d'avoir des professeurs qui m'ont énormément motivée dans cette direction-là. Donc, dès le primaire, là, il y en avait qui me disaient, bon, ouais, j'ai l'impression qu'un jour, je vais te lire, là, que j'ai trouvé ton livre en librairie. Fait que toutes ces petites poussées-là, doublées des poussées, mais extraordinaires de mes parents qui m'ont toujours poussée à continuer à écrire, m'ont conduite à vouloir choisir lettres au cégep, à vouloir poursuivre au baccalauréat en création littéraire et écriture de scénario à l'Université de Montréal. Par la suite, j'ai fait un mémoire en recherche-création, toujours à l'Université de Montréal.
D'ailleurs, Déterrer les eaux, mon premier roman, est né de ce mémoire de création-là. Et donc, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, j'ai fini un doctorat en littérature. Donc, j'ai l'impression qu'à partir du moment où j'ai décidé que c'était à travers les mots que j'avais envie de m'exprimer, me développer, déployer mon imaginaire, de sortir aussi mon vécu à travers une transformation par les mots. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, j'ai continué d'écrire, mais moins de la fantasy comme j'avais tendance plutôt à le faire au début de mon écriture, étant donné que j'avais été initiée par plein de noms là, de la fantasy. Donc, j'ai nommé Rowling, mais aussi Tolkien, Marion Zimmer Bradley. Donc, je baignais vraiment dans ces univers-là de l'imaginaire. Mais plus l'adolescence continuait son chemin et que je vivais des choses des fois challengeantes, j'avais tendance à aller les transposer en récit, à les mettre en fiction. Donc, c'est un peu les prémices de ce qui deviendra ma pratique autofictionnelle. Mais j'écrivais des contes, j'écrivais des choses qui se rapprochaient du réel, mais que je venais un peu bonifier. Donc, c'était une manière pour moi de me réapproprier ce que je vivais, de me le raconter, de le comprendre. Et donc, dans cette espèce de transition-là, j'en suis venue jusqu'à avoir la pratique que je tiens présentement, qui est un peu toujours à la lisière de ce que j'ai vécu, qui me sert de matériau premier, mais dans lequel je viens intervenir pour vraiment proposer des œuvres de fiction. Donc voilà, c'était mon parcours en écriture. Parcours intéressant. On va revenir plus tard à ta démarche d'écriture, mais juste avant, je suis curieuse, est-ce que tu as toujours une pratique en art visuel? Malheureusement, non. En fait, une petite parenthèse sur le choix crucial qu'on a en fait tous et toutes presque à faire au cégep, dans quoi on s'engage. Donc, c'est quand même un choix qui a été en fait difficile pour moi parce que c'est le moment où j'ai décidé de porter le chapeau d'autrice et un peu mettre de côté celui d'artiste visuel qui avait été une partie fondatrice de mon identité de genre 0 à comme 17 ans. Fait que c'est vraiment là où il y a l'espèce de jeu de lutte quasiment entre mes deux passions premières carrément. Puis j'ai décidé de mettre de côté les arts visuels pour me concentrer dans les lettres en me disant j'aime tellement ça, les arts visuels, j'aime tellement ça, peindre et dessiner, que de toute façon, je vais continuer à le faire comme on the side. J'ai continué de tenir cette pratique-là. Puis en fin de compte, non, c'est vraiment la littérature qui a pris mais comme absolument toute la place. Donc, non, j'ai pas continué malheureusement. J'en fais encore des fois pour des cadeaux ou des fois vraiment dans mes temps libres, mais c'est très rare. Puis, c'est ça, c'est pas une pratique que je pourrais dire que je tiens là, encore rigoureusement. Donc, c'est ça, les lettres ont pris toute la place, mais en même temps, j'ai l'impression que je ne souffre pas tant pour le moment de l'absence de la pratique des arts visuels parce que j'ai l'impression que l'écriture vient combler ce que m'apportait aussi l'univers visuel auparavant. Donc, j'ai un peu le même rapport que j'avais avec les arts visuels à travers les mots. Donc, j'ai le même sentiment là, d'accomplir en fait une projection de ce que j'ai en tête, des images que je porte à travers mes écrits. Donc, ça vient vous dire que quand j'écris, je pars presque tout le temps de scènes ou de visions que j'ai. Donc, c'est un peu dans ma démarche d'écriture, c'est pas tant les mots en tant que tels qui m'interpellent et que j'ai envie d'agencer que des images visuelles que j'ai envie de traduire en mots. Donc, souvent, mes romans, par exemple, c'est une espèce de panoplie de scènes que j'ai déjà en tête et que je m'efforce de traduire à travers les mots. Et c'est comme ça que se constituent pratiquement toutes mes nouvelles et mes romans. C'est très palpable à la lecture. D'ailleurs, on voit, tu nous fais voir ce que tu vois. En tout cas, moi, j'avais vraiment une vision très claire des univers dans lesquels tu nous faisais plonger. Il y a un certain humour, parfois noir, souvent teinté d'ironie dans tes créations. Même tes textes très sombres jouent parfois avec le grotesque, même s'ils ne basculent pas complètement. On a l'impression en te lisant que tu éprouves un malin plaisir à écrire ces histoires. Comment ça se passe dans la réalité? Ah, merci pour cette question extraordinaire parce que ça vient soulever en fait une grosse partie de la difficulté de ma pratique d'écriture, c'est-à-dire que comme
Je pars souvent d'un matériau vécu douloureux, voire qui était de l'ordre de l'indicible. Donc, en fait, pour expliquer un peu ma démarche en amont de chaque projet d'écriture, en fait, pour savoir ce vers quoi je vais diriger mon écriture, j'essaie, comme avec un bâton là, de sourcier, de détecter mes zones sensibles, de détecter les zones où j'ai pas envie d'aller. Et c'est à partir de ces zones-là que je me défends carrément là, d'explorer dans la vie réelle, disons, que je vais investiguer à travers l'écriture. Donc, en raison de ça, en raison de choisir ce qui est pour moi le plus difficile à traiter, j'ai comme pas le choix de me donner des outils pour passer au travers cette épreuve-là, parce que c'est éprouvant, puis c'est sûr que c'est jamais éprouvant de la même façon d'un texte à l'autre. Il y en a qui sortent de manière quasiment fluide, étant donné que je sens que, bon, c'était difficile à dire, mais pas tant que ça finalement. Il y avait quand même déjà une sorte de fierté à exprimer ça en public. Mais il y en a d'autres, par exemple, au clair naturel, qui étaient mais complètement angoissants. Donc, ça a été vraiment une espèce de corps à corps, ce texte-là, très long, très difficile, qui a été super bien accompagné par mon éditeur Éric Simard et je tiens encore à le remercier aujourd'hui de tout ça. Mais étant donné que c'était hyper éprouvant, pour trouver mon pied, trouver mon aisance aussi à travers tout ça, c'est vraiment la voie de l'humour, de l'autodérision. Ça amène une forme de distanciation. Ça me permet aussi de m'éloigner de ce vécu-là puis de le considérer comme ben, un objet fictionnel à part entière. Et vraiment l'introjection de tous ces moments-là où je me permets un peu de rire de ce qui est arrivé ou carrément d'inventer des situations cocasses qui viennent un peu désamorcer le pathos. Mais ça m'est utile, mais vraiment concrètement à travers l'écriture. Puis j'ose croire que c'est aussi bénéfique aux personnes qui lisent mes textes et qui finalement repartent avec un truc pas trop larmoyant, pas trop lourd. J'essaie en fait de sublimer toute cette lourdeur-là que j'avais dans le vécu, puis de faire vraiment une conversion en quelque chose de jouissif. Puis je sais que quand j'atteins cette jouissance-là en écrivant, potentiellement, ça va transparaître à travers mon écriture, puis ça va contagier la personne qui va me lire, qui va elle aussi en venir à éprouver une sorte de plaisir au contact de ce que j'écris, même si on paper, je veux dire, de données factuelles, on aurait tendance à croire que ça serait super sombre, puis que angoissant, puis que suffocant comme expérience de lecture. Ah, mais d'où ça rend tes narratrices très sympathiques aussi, cet humour-là. Puis ça nous donne, ça donne un côté très attachant aussi à tes personnages, l'humour. Oui, ben, j'ose croire que ça les rend un petit peu plus complexes et humaines. Puis ça montre qu'ils ont une forme de lucidité envers ce qu'elles vivent, au sens où, tu sais, oui, elles se font un peu empêtrer dans leurs propres obsessions, puis dans leurs angoisses. Tu sais, mes deux romans, c'est un peu le même motif d'une plongée dans une angoisse irréversible pour deux raisons différentes dans les deux romans. Mais c'est toujours cette idée-là d'une espèce de crescendo complètement angoissant et à la limite hallucinatoire vers la fin. Mais dans les deux cas, elles demeurent dans une forme de lucidité par rapport à leur sort. Puis j'ai voulu mettre ça en place dans leur énonciation. Tu sais, sont à la fois très imprégnées de ce qu'elles vivent. Donc, on ne quitte pas leur regard, hein, on reste avec elles, on voit leur peur, on voit, on voit ces cauchemars. Je dis leur, mais sont qu'une seule narratrice dans mes deux romans. Mais on est dans leurs yeux, mais en même temps, c'est des yeux qui sont aussi très alertes par rapport à ce qui est en train de se vivre. C'est un peu une narration qui n'a pas vraiment de foyer d'émission précise, dans le sens où on ne sait pas si la narratrice raconte ça des années plus tard, on ne sait pas elle se positionne exactement où, surtout dans le premier roman d'Éterrer les eaux. Dans le deuxième, on comprend qu'elle écrit tout ça après avoir vécu les événements, mais on ne sait pas exactement où elle se situe par rapport à ça. On sait juste que ça s'est déjà passé. Mais à cause de ça, c'est comme si elle avait déjà eu un petit pas de côté puis une distanciation par rapport à son vécu. Donc, je considère que ma manière d'écrire, en fait,
qui est la manière d'écrire de ma narratrice plutôt. C'est quelque chose qui est à la fois très imprégné, très affecté, mais à la fois très distancié. Puis Mhm. de ça, je voulais créer un espèce de dispositif où la personne qui allait lire ces textes-là allait pouvoir se laisser affecter aussi, vivre émotionnellement, être un peu captif ou captive de ce que vivait la narratrice, au même titre que la narratrice elle-même y est plongée. Mais en même temps, je voulais laisser un espace pour que la personne lectrice puisse entrer dans le texte, puisse un peu avoir un endroit où respirer, donc pas trop non plus venir carrément faire suffoquer cette personne-là en donnant une surcharge émotionnelle et d'informations. Donc, je garde toujours en tête l'idée qu'on laisse une certaine distanciation pour laisser pénétrer la personne qui est au contact de notre texte. Ouais, ben on n'est pas du tout dans l'apitoiement, malgré la difficulté des situations que traverse la narratrice. On sent justement cette honnêteté-là, cette volonté de regarder les choses telles qu'elles sont, sans être dans la complainte. Donc, ça donne un ton qui est très particulier. Et ça m'amène à ma prochaine question. Ben, l'obsession est très présente dans tes textes. Dans Déterrer les os, qui parle d'anorexie, c'est l'obsession de la minceur, de la nourriture qui est centrale. Dans Roux naturel, bon, c'est la rousseur apparente. Dans Saint-Kilda, la narratrice est obsédée d'abord par les voyages surprises, mais aussi par le son de Saint-Kilda, du mot Saint-Kilda. Dans Le Jet, tu représentes une femme qui collectionne les hommes qui pissent. Donc, tu es fascinée par l'obsession. Qu'est-ce que la composition de ces personnages-là t'apporte? Ah, mais je pense que je suis une personne, mon Dieu, je pense que peut-être d'une manière ou d'une autre, tout le monde, ou presque, pourrait se dire obsédé d'une chose ou d'une autre. Moi, je me considère comme une personne particulièrement, quand j'aime quelque chose, je vais l'aimer, mais à fond, intense dans mes amours, dans mes passions, dans ce que je vis. Donc, j'ai l'impression que cette intensité-là, j'ai besoin de la raconter. Je sens aussi que cette obsession-là va faire en sorte, parce que dans le fond, puis tu le soulignes très bien, c'est vraiment un peu comme quelque chose qui se trame en réseau de pratiquement tous mes personnages, que ce soit des alter ego ou non. Même mes personnages là, de pure fiction, c'est des personnages qui sont motivés par un désir un peu transcendant, puis souvent destructeur aussi. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui parle à d'autres personnes. Fait qu'au-delà des obsessions spécifiques propres à chacune de mes narratrices, je pense que ça vient parler un peu un langage commun du fait que je réfléchis plus aux motifs de l'obsession qu'aux obsessions spécifiques. Tu sais, d'examiner c'est quoi l'attitude obsessionnelle, c'est guidé par quoi, qu'est-ce que ça permet d'accomplir, comment à travers l'obsession, il peut y avoir à la fois quelque chose de très créatif, puis de très destructeur, de très autodestructeur. Donc, c'est vraiment des questions. En fait, c'est la question à laquelle je réfléchis un peu à chaque fois que je me plonge dans un texte. Puis, les différentes intrigues, les différents motifs d'expression de cette obsession-là, c'est un peu comme des portes d'entrée pour réfléchir à quelque chose qui m'obsède, c'est-à-dire l'obsession, les miennes, celles des autres. J'ai l'impression que ça parle de quelque chose qui est comme un peu sous-jacent, qui est un peu une trame commune à ce que peuvent vivre plusieurs personnes. Puis aussi, ben, c'est sûr que ça me permet de mettre à contribution les passions, soit qui m'animent ou qui me préoccupent, qui m'engluent. Par Mhm. exemple, l'obsession de la rousseur, ça m'a permis de la mettre un peu à distance puis d'y réfléchir. Au lieu d'être simplement, par exemple, dans un mode où on vit ces obsessions-là, ça permet d'avoir justement une mise à distance qui fait en sorte que oui, on est encore dans l'obsession parce qu'on est en train d'en parler, mais je pense que dès on porte une focale extérieure, qu'on se permet de créer à partir de ça, ben on est déjà un peu plus là-dedans complètement. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a quelque chose de thérapeutique à travers ces écritures-là, mais certainement, ça me fait du bien. Ça me permet aussi de mettre à profit ce que je vis intérieurement à travers mon écriture. Donc, en cela, il y a quelque chose de très bénéfique et gratifiant. Puis j'ose croire aussi que ça peut peut-être être libérateur pour d'autres personnes de lire des personnages qui vivent pleinement leur intensité. Je pense qu'il y a quelque chose de peut-être cathartique qui peut être vécu par
par la lecture de ces personnages-là qui vivent à fond la caisse leurs obsessions, qu'elles soient très weird ou très banales. La plupart du temps, je pense qu'elles sont assez spéciales dans mes romans. Mais ouais, je pense qu'il y a quelque chose de jouissif aussi pour la personne qui lit. J'ai envie de sauter 20 questions, puis de te poser ma question. Vas-y. La question qui me vient spontanément en tête, dans la préface du collectif Cruel, qui vient tout juste de paraître chez Tête Première sous ta direction, tu écris que réhabiliter la cruauté des femmes à travers les récits, c'est témoigner de leur humanité, c'est leur redonner leurs sentiments, leur vécu, leur identité, parce que les femmes sont elles aussi parfois amorales, dangereuses, enragées, non fiables, imprévisibles et menaçantes. C'est une posture audacieuse et séduisante. Je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Oui, merci, une belle question. Je comprends pourquoi tu es allée chercher celle-là, parce que c'est vraiment en lien avec ça qu'on vient de parler. En fait, je pense que l'art permet de, en quelque sorte, réhabiliter certaines choses qu'on met trop souvent de côté dans le monde social, dans la bienséance, dans le bien-penser. Je pense que la littérature et les autres formes d'art aussi nous permettent d'aller chercher ces zones qu'on veut cacher, ces zones qu'on veut trop souvent ignorer. Par exemple, la cruauté, ce que j'ai mis dans la préface de Cruel, ça rejoint un peu mon point de vue sur ce que peut faire la littérature, c'est-à-dire de montrer certaines expériences de vécu et ainsi montrer qu'il y a une complexité qu'on ne se permet peut-être pas d'aborder frontalement autrement. Ça permet d'éclairer des zones d'ombre carrément. Ça permet aux personnes qui rentrent en contact avec ce qu'on met par écrit de valider leur expérience, de se dire, OK, ben moi aussi j'ai vécu ça, ça veut dire que je ne suis pas seule. Je pense que ça permet un peu de dissoudre nos solitudes dans nos vécus d'êtres humains, qu'on se croit tous un peu différentes, marginales et complètement reclus dans notre étrangeté, alors qu'on est tous très étranges, on est tous très intenses aussi dans nos émotions, je crois. Puis moi, je pense que de montrer cette intensité-là, que ce soit l'intensité de la cruauté, de la méchanceté, de la joie, de quoi que ce soit, ça nous permet de témoigner du fait que ça existe aussi, si on est capable de le démontrer à travers la représentation dans toute sa complexité, ben, ça permet peut-être à d'autres personnes qui nous lisent de se dire, OK, mais on a le droit d'être comme ça, on a le droit de ressentir ça. C'est pas parce que personne en parle ou qu'on n'ose pas en parler nous-mêmes que ça n'existe pas, ça fait partie de nous. Je crois fondamentalement que la cruauté est éprouvée par chaque être humain. On peut tous être des cruels en puissance. Donc, qu'il y ait conditions réunies, que ce soit des conditions mentales ou circonstancielles, je pense que tout le monde a le potentiel de l'être. Et Cruel, c'était un peu un laboratoire pour, à partir de cette donnée précise qu'est la représentation de femmes cruelles, voir comment d'autres personnes parlent de la cruauté des femmes, comment cette cruauté-là peut prendre forme. Ça a donné des textes qui sont soit investis du vécu personnel des autrices et des auteurs ou qui sont carrément de l'ordre du fantasme. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ce qu'on se permet d'aborder comme question plus difficile ou plus troublante ou étrange dans la littérature, c'est d'ailleurs une des missions de ma maison d'édition Tête Première, d'aller dans ces zones-là, à chaque fois, je trouve que c'est faire acte d'humanité, puis de sincérité, puis se dire ben oui, on est ça aussi, puis il faut l'accepter, il faut que la littérature se permette d'y aller, parce que si la littérature n'y va pas, je veux dire, où on va se le permettre. Donc, je pense que c'est vraiment précieux de garder ça, ces espaces d'exploration-là. Puis c'est sûr que ça éveille des remises en question. C'est sûr qu'au début, par exemple, du collectif Cruel, quand j'en parlais à des personnes dans mon entourage, c'est pourquoi encore mettre la laideur dans le monde à travers une œuvre d'art qui risque d'être laide, puis méchante, puis vilaine. Je suis comme, c'est ça, c'est précieux. Il faut aller dans ces zones-là aussi. Je dis pas que de représenter des choses joyeuses et saines, c'est mal ou qu'on devrait pas faire ça, mais je pense que faut, pour y aller de manière complète dans les arts, il faut aller du côté diurne, du côté nocturne, disons, il faut aller voir toute cette palette-là, puis l'un n'empêche pas l'autre. C'est entre autres
une des choses auxquelles je tiens quand j'écris, c'est de jamais aller complètement juste dans la grande noirceur puis le lait. Puis j'essaie de joindre les deux bouts en quelque sorte. J'essaie de montrer aussi la beauté dans la laideur et vice-versa. Je pense qu'on peut venir chercher une complémentarité puis arrêter de tout considérer de manière binaire. Donc, c'est pour ça. Je trouve que c'est important qu'on continue de faire des projets qui vont dans des zones plus inconfortables, disons. Merci, je retiens l'expression dissoudre la solitude, c'est très beau et c'est vrai que c'est l'effet que ça fait quand on aborde des sujets qui sont plus tabous, plus dissimulés. Jusqu'à maintenant, tu as adopté surtout le roman et la nouvelle comme genre de prédilection. On va reparler plus tard de ton incursion dans le monde de la scénarisation. Comment envisages-tu chacun de ces deux genres-là? Qu'est-ce que tu retrouves dans un que tu ne retrouves pas dans l'autre? Quelles sont les limites de chacun pour toi? Wow, merci pour cette question parce que j'ai un amour, je pense, équivalent pour les deux. Je serais pas prête à dire, tu sais, si je sais pas, une divinité m'apparaissait en disant, bon, mais tu as le choix entre le roman ou la nouvelle pour le restant de tes jours, je ne saurais vraiment pas quoi répondre. Je serais, Il faudrait faire les deux. de la peinture. La peinture, oui, c'est ça, la porte de sortie. Mais honnêtement, je sais pas. Puis j'aime autant les deux. Puis pour moi, les deux marches de concert, je serais pas capable, pendant une période de temps donnée, de ne faire que du roman ou que de la nouvelle. Les deux s'interalimentent, c'est-à-dire que mes projets de roman, comme c'est des romans relativement courts, mais mon Dieu, qui demandent du travail et de la réécriture parce que c'est un combat un peu avec moi-même puis mon ego qui veut surtout pas parler de ces choses-là. Fait que ça prend vraiment tout le temps énormément de temps à écrire et c'est épuisant. Puis bref, il y a plein de moments, surtout au clair naturel, où j'étais sûre que j'allais abandonner. Fait que à cause de ça, à cause que c'est des marathons, mais vraiment insupportables parfois, j'ai besoin d'avoir des nouvelles qui sont un peu mes bouées de secours, mes petites portes de sortie, là, mes petits moments un peu de quasiment pur plaisir. Honnêtement, c'est rare que du côté de la nouvelle, je vais dans les gros sujets lourds que je traite dans mes romans. Puis là, ça mène à répondre à une partie de ta question. Je pense que dans le traitement des thématiques, des sujets, il y a vraiment une grosse ligne de départage entre ma pratique du roman et ma pratique de la nouvelle. C'est-à-dire que dans mes romans, c'est là où je vais vraiment dans le gros stock. J'ai besoin d'un roman puis de sa longueur pour vraiment aller faire le tour de la question. Je pourrais pas juste comme faire une nouvelle, je m'en sentirais pas satisfaite. J'aurais l'impression un peu de trahir ce que je veux faire. Donc, la question du sujet, de la thématique est vraiment importante pour moi dans le choix si je fais une nouvelle ou un roman. D'ailleurs, la question avait été soulevée quand je m'étais lancée dans Rouplan Naturel avec mon éditeur. On avait discuté de la trame, de l'intrigue. Puis, tu sais, mis sur papier, l'intrigue de Rouplan Naturel, qui est une femme qui veut être aussi naturelle et qui ment à son copain, on se l'était dit, ça pourrait faire l'objet d'une nouvelle. Il y a quelque chose d'un peu cocasse, d'un peu loufoque, qui pourrait bien se tenir dans une nouvelle avec une petite chute à la fin. Mais je sentais que j'aurais pas fait le tour de la question. J'aurais été vraiment déçue si je m'en étais tenue à juste faire une nouvelle. Je pense pas que le roman mis en nouvelle, cette histoire n'aurait pas eu le même ton d'ailleurs. Je pense qu'on aurait peut-être été dans quelque chose de plus humoristique et plus léger. Quand je fais des nouvelles, je m'assure de prendre quelque chose que je peux aborder facilement en quelques pages. Je sens que je vais pouvoir entrer et en sortir assez rapidement en me sentant pas trop attachée, disons. Je lègue pas mon gros vécu dans les nouvelles. C'est sûr que je viens des fois chercher un peu en mode autofictionnel certaines parts de ce que j'ai vécu, mais ce vécu-là ne représente pas la même chose pour moi que ce que j'ai mis, par exemple, dans mes romans. Souvent dans mes nouvelles, c'est là aussi où je vais créer des personnages, que je vais faire un peu des pas de côté par rapport à ma pratique de romanesque. Donc, c'est un peu mes zones de défouloir, autrement dit, autant dans le contenu que je livre, mais aussi dans la durée des nouvelles. Bien souvent, j'écris des nouvelles aussi sur commande, contrairement à mes romans. Puis le fait d'être sur commande, moi, j'adore ça. J'adore écrire en contrainte. D'ailleurs, des contraintes, je m'en donne aussi pour mes romans. Ça stimule ma créativité. Quand j'ai une contrainte de temps pour les nouvelles puis qu'on me donne une thématique,
Vraiment, il y a rien qui me plaît le plus. J'ai l'impression d'être dans un défi, c'est challengeant, ça me pousse à sortir un peu de ce que je fais habituellement. La nouvelle, pour moi, me permet aussi de découvrir certains genres que j'aurais peut-être pas explorés autrement ou que j'aurais peut-être exploré plus tard. Par exemple, Saint-Hilda dans Monstres et fantômes, quand Stéphane Dompierre m'a approché pour écrire cette nouvelle-là, j'avais jamais écrit d'horreur. Puis, je me suis découvert un amour pour écrire de l'horreur, même si c'est pas facile. J'ai tellement aimé ça. Puis, j'ai comme l'impression que c'est un peu en continuité avec ce que je faisais déjà dans Déterrer les eaux, puis au clair naturel. Tu sais, il y avait des petits éclats ici et là, un peu horrifiques. Là, j'avais juste l'impression de plonger à pieds joints dans cet univers-là qui, moi, me fait triper au plus haut point. Là. J'adore lire de l'horreur puis en écouter dans les films. Donc, c'est ça, ça me permet, les nouvelles, d'aller à gauche, à droite, d'explorer. Et c'est ça, du point de vue d'autrice, ça me permet de m'économiser aussi disons, mon mental et mon investissement dans mes romans. Donc, les deux fonctionnent en tandem. Là. Je ne suis jamais juste en train d'écrire un roman ou juste écrire une nouvelle. Là. C'est tout le temps comme en chassé-croisé. Je vais encore sauter plus loin dans mes questions parce que tu abordes le thème de l'horreur. J'ai l'impression que l'horreur, ça donne beaucoup de permission dans l'écriture. Est-ce que tu as ce sentiment de liberté pendant que tu crées? Et puis aussi, bon, l'horreur, ça demeure un genre qui est très masculin. J'aimerais que tu nous parles un peu de la scène féminine de l'horreur, si tu as des coups de cœur aussi pour nous. Ah wow, belle question. Je suis contente parce que j'adore, comme je l'ai mentionné, l'horreur. Je pense qu'il y a énormément de potentiel dans l'émotion, en fait, de l'horreur. Il y a quelque chose de très libérateur. Je pense que je l'avais mentionné vite, vite tantôt, mais oui, je pense fondamentalement, il y a... en fait, l'horreur, je le vois au-delà du genre littéraire lui-même. Je vois que c'est vraiment plus c'est un sentiment qui rejoint un peu l'intensité que moi j'aime explorer à travers, j'en ai parlé tantôt, l'obsession de mes personnages, mais il y a quelque chose de très permissif, comme tu l'as dit, dans le fait d'aller du côté de l'horreur. Ça nous permet d'aller explorer des zones d'ombre, des zones qui nous étaient tabous. Je pense qu'il y a plein de manières d'écrire de l'horreur, que ce soit de l'inquiétante étrangeté, qui est moi une des formes d'horreur, j'allais dire là, mais c'est peut-être pas là, mais c'est une des formes d'horreur qui me plaît le plus. Mais l'inquiétante étrangeté, je pense que ça a tout plein de potentiel, entre autres, de nous faire voir notre quotidien ou des choses qu'on prenait pour acquises d'une manière autre, ce qui provoque l'étrangeté en tant que telle, qui fait en sorte qu'on ne peut plus voir les choses de la même façon après. Je pense que l'horreur a tellement de puissance en tant qu'émotion que ça permet carrément d'affecter le réel au sens où, au contact d'un texte d'horreur, on est tenté nous-mêmes, tu sais. On n'est plus capable de revoir le réel de la même façon après. Donc, je pense que pour ça, l'horreur a carrément un pouvoir politique presque, au sens où il y a quelque chose d'irréversible qui se passe quand on vient contaminé par l'horreur, on ne peut plus avoir le même cerveau qu'avant, on ne peut plus avoir le même savoir éthique, on est carrément affecté par ça. Je pense qu'en me servant un peu du levier de l'horreur dans mes écrits, en ajoutant ici et là, par exemple, de l'inquiétante étrangeté ou carrément de l'horreur en puissance, je pense qu'il y a manière vraiment d'aller parler des thématiques qui me sont chères, d'aller dépeindre, par exemple, même dans le cas de Déterrer les eaux, les scènes horrifiques où il y avait carrément le vidage d'organes après son orgie alimentaire. Bien, il y a moyen d'exprimer pleinement une violence qu'on peut vivre. Et si on reste dans un registre réaliste, on ne pourra pas explorer pleinement cette émotion-là. Je pense que, en fait, l'horreur, en quelque sorte, permet de démontrer, de représenter puis d'exprimer d'une manière un peu plus juste, presque, la profondeur puis l'amplitude de nos émotions. Fait que ça, c'est sûr que c'est situé. Je pars de mon point de vue, de moi qui est peut-être qui vit intensément ces émotions. J'ai l'impression que l'horreur permet d'aller, c'est ça, nous dépeindre de manière quasiment plus juste notre vécu intérieur. Donc, pour moi, c'est très précieux. En fait, l'horreur n'est pas juste là pour en fait nous faire mal. Je pense que c'est là aussi pour nous libérer de beaucoup de choses. Je pense que dans la représentation de la violence aussi au sens large, puis des choses dérangeantes, il y a quelque chose de très expiatoire, à la fois pour la personne qui crée
que pour la personne qui nous lit, qui entre en contact avec notre œuvre d'art, si c'est par exemple un film. Merci pour ça me fait beaucoup réfléchir au genre de l'horreur, puis à la dimension un peu transgressive de l'horreur qui, dans le fond, en repoussant les limites puis en les dépassant, ça aide à couvrir plus large aussi dans dans nos zones Oui, intimes. c'est ça. Ouais, puis ça vient aussi à mon attention que j'ai pas répondu à la deuxième partie de ta question qui était vraiment importante aussi. C'est, les autrices et l'horreur. Hem, je remarque qu'effectivement, il y a un peu moins de femmes dans le monde de l'horreur qui pourtant est, depuis ses débuts, un peu, sous le giron féminin, étant donné que Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein, qui est réputée pour être une des premières autrices d'horreur, c'était une femme. J'ai l'impression que elles ont peut-être été un peu éclipsées et se sont effacées aussi du registre de l'horreur. Puis mon hypothèse, puis c'est vraiment une hypothèse personnelle, j'ai l'impression que quand on se permet du côté de l'horreur, on se permet d'exprimer une certaine violence qui est peut-être encore aujourd'hui moins acceptée du côté des femmes. Tu sais, on va du côté de la monstruosité. J'ai l'impression qu'en quelque sorte, on a internalisé un interdit face à ça en tant que femme, qu'on n'ose pas trop des fois voir ou montrer en public. Parce que même si on parle de choses horrifiques qu'on n'a pas vécues ou qui ne sont pas relatives à notre personne, mais juste le fait d'en parler, de le représenter, ben, ça témoigne du fait on est allé dans ce schéma de pensée-là, on est allé du côté de la laideur et de la monstruosité. Fait que j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose d'intimidant face à ça. Mais moi, je suis contente de voir qu'il y a des initiatives de plus en plus faites par des femmes ou organisées autour de femmes, par exemple, les collectifs Monstres et Fantômes et D'autres Mondes avec Stéphane Dompierre. D'ailleurs, D'autres Mondes vient de paraître. Je vous invite à aller mettre la main dessus. Sinon, du côté aussi de la filmographie, j'adore le cinéma d'horreur. En fait, j'adore le cinéma aussi. Peut-être que ça va être la porte d'entrée pour ta question sur la scénarisation. Mais j'aime les créatrices de l'horreur qui vont de plus en plus dans des affaires assez gore. Je suis désolée, je me souviens plus du nom de la réalisatrice, mais par exemple, la réalisatrice de Raw, qui a été faite en France en 2018. Je trouve ça exceptionnel, tu sais, qu'il y a de plus en plus des femmes qui investissent ce champ-là, qui est à mes yeux en train d'être en progression. J'ai l'impression qu'ici au Québec, comme ailleurs aussi, au cinéma, dans les séries télé, on va de plus en plus dans l'horreur. C'est sûr que ça serait comme une autre question en soi sur pourquoi l'horreur aujourd'hui. Mais je remarque qu'il y a de plus en plus de femmes, puis moi, ça me réjouit. J'ose espérer que je vais aussi continuer dans cette direction-là parce que mes prochains projets aussi littéraires, il y en a un, entre autres, qui concerne l'horreur. Donc, voilà. Ben, oui, allons-y avec la question sur la scénarisation. Ben, Déterrer les eaux a été adapté d'abord pour le théâtre, puis est en train d'être adapté pour le cinéma. Tu as co-scénarisé les deux projets. Peux-tu nous parler de ce processus-là? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, d'abord, ça m'a apporté beaucoup de joie. Tu sais, c'est la chose que j'osais pas espérer, là. Tu sais, premier roman, j'étais juste comme, tu sais, je vais être contente là, si il y a des gens qui sont rejoints par ce que j'ai écrit. Puis, en fait, ce que j'aime beaucoup de ces opportunités-là, de pouvoir co-créer avec d'autres personnes autour de ce que j'ai fait, ben, c'est justement de considérer autrement mes écrits au sens où, quand je rentre dans un processus collaboratif, c'est comme putain mon chapeau d'autrice que je mets, mais que personne co-créatrice, au même titre que la co-scénariste avec qui je travaille. Donc, ça me permet de réfléchir autrement à mon projet, de continuer la réflexion dans une zone à laquelle je ne me serais pas attendue. En fait, je peux carrément dire, dans le cas de la pièce de théâtre, comme dans le cas du scénario de long métrage qu'on poursuit actuellement, Ève et moi. On est vraiment dans une démarche qui va ailleurs par rapport au livre. Puis je dirais que c'est encore plus vrai pour le film que pour la pièce de théâtre. La pièce de théâtre, elle restait quand même assez proche de ce qui se passait dans le livre. Mais là, dans le film de long métrage, j'ose pas trop en parler dans les détails parce que c'est encore un projet qui est en chantier. Présentement, on est dans l'écriture de la première continuité dialoguée. Puis comme vous le savez sans doute, bon, le processus de création d'un film,
c'est un marathon sur des années. Hein, c'est toujours un stop and go, dépendamment des étapes de dépôt, de relecture, de financement du projet. Donc, pour l'instant, c'est un projet qui va bon train, qui est super enthousiasmant. Mais c'est ça, j'ose espérer qu'un jour, il va se ramasser sur les écrans, mais c'est ça, il n'y a rien qui est certain, étant donné que c'est ça, à chaque étape, il risque de poursuivre sa vie ou non. Mais à date, je trouve ça exaltant parce que ça me permet d'aller explorer des questions que j'avais déjà abordées dans mon roman, mais de les mettre carrément en scène avec d'autres personnages, d'autres scènes carrément inventées. Donc, c'est un peu comme un spin-off ou un approfondissement plus qu'une adaptation. Puis en fait, full disclosure, en ce moment, il y a 2 adaptations de mon roman d'Été Réseau. Il y a un court-métrage qui s'intitule Au crépuscule, qui est en cours de... en fait, on l'espère, on est en attente d'une réponse pour le financement pour la production, mais qui serait en étape de production si ça fonctionne. Donc, un court-métrage qui risque de, s'il est choisi, voir le jour dans un avenir plus rapproché par rapport au long-métrage. Mais c'est ça, il est dans le cas du court-métrage, aussi une adaptation qui prend un événement spécifique du roman, c'est-à-dire carrément un passage d'une sortie en raquette là, qui dure quelques pages, qu'on a décidé d'approfondir. Donc, ça vient vraiment comme un peu creuser la matière du roman, puis proposer carrément une œuvre presque à part entière qui rejoue en quelque sorte les enjeux du roman, mais d'une autre manière. Donc, c'est un peu comme carrément une renaissance sous une autre forme. Donc, c'est pour ça que des fois, même le terme adaptation, je le trouve quasiment un peu tiré par les cheveux quand je parle de ces projets-là auxquels je participe, parce que c'est tellement à la fois en continuité, mais à la fois tellement différent de ce qui est proposé par le roman. Fait que j'oserais dire, même si quelqu'un a lu le roman, puis après ça, va voir ces films-là éventuellement, va avoir l'impression de découvrir autre chose. Puis moi, c'est une partie du plaisir aussi dans ce autre chose-là, c'est que ça permet, je pense, de ne pas essouffler le projet, de ne pas, tu sais, comme diront, trop rejouer la même chose ou étirer la sauce. Donc, je pense que ça permet de revitaliser ce que j'ai fait puis de montrer que ben il y avait autre chose, tu sais, puis que dans chaque œuvre d'art, tu sais, il y a manière de jouer de ce qui est déjà en place puis d'ouvrir chacune des boîtes pour aller voir s'il n'y a pas autre chose à l'intérieur. On est parti du même principe aussi pour le long métrage. Puis, bon, je vais faire un mini-scoop. Je n'irai pas trop loin dans mes explications, mais on a décidé aussi, comme pour le court-métrage, de prendre seulement un segment du livre pour l'approfondir, ce qui nous permettait aussi d'avoir un cadre dramatique plus resserré, parce que c'est toujours un peu ambitieux de vouloir considérer l'entièreté d'un roman, d'une œuvre littéraire pour une adaptation. Donc, de prendre un certain événement dans le livre, ça nous permettait déjà d'avoir, disons, une intrigue mieux cadrée. Dans le cas du long métrage, c'était le voyage en Irlande que fait ma narratrice. Donc, on a décidé de cibler ce moment-là pour en faire le présent du récit du film, disons, et à travers le retour à Longueuil, de voir ce qui s'est passé en amont. Mais c'est ça, la dramatique principale concerne ce voyage-là. Puis bon, c'est sûr que c'est exaltant de pouvoir rejouer autrement là, ce qu'on a fait avec d'autres personnes. Moi, c'est le dialogue qui se crée autour de ces projets-là qui est ce que j'aime le plus, c'est de pouvoir avoir d'autres interprétations qui viennent s'ajouter à la mienne. Vraiment, je trouve ça hyper précieux. Je me considère hyper chanceuse de pouvoir vivre ces aventures-là. Puis je me dis souvent, même si le monde du cinéma étant ce qu'il est, même si les choses ne sont pas garanties, c'est-à-dire, je peux dire à personne en ce moment qu'on va voir un jour ces films-là, le processus de création, de co-scénarisation, c'est une des choses qui me fait le plus plaisir, mais de tout ce que je fais en ce moment. C'est pour moi des bouffées d'oxygène, non seulement pour les propos puis les réflexions qui sont brassées, puis le fait aussi de découvrir à mon tour l'univers des autres personnes avec qui je collabore, mais c'est aussi le fait de ne pas être seule. Parce que, bon, on finit tous par être un peu dans ce mode-là où on travaille beaucoup dans nos projets en solitaire, mais la co-création de scénarios de films, ça permet de briser ça. À chaque étape, on est en train de s'interconsulter. Il n'y a pas comme une idée qui va tenir la route si elle n'a pas été le fruit d'un consentement commun.
Le fait aussi de travailler avec le reste des équipes aussi de production, c'est vraiment... en fait, c'est vraiment extraordinaire, puis j'éprouve énormément de gratitude pour pouvoir le faire. Ce qui me mène à me dire aussi que c'est ce qui me fait aussi triper dans le processus de collectif. Donc, le collectif Stalkers, le collectif Cruel. J'adore à la fois participer à des collectifs en tant qu'autrice, mais j'aime ça en initier et en co-initier parce qu'à chaque fois, je suis avec quelqu'un qui co-dirige les recueils. Ça me permet de briser un peu la solitude et d'avoir aussi une interlocutrice. Bon, je dis interlocutrice parce qu'à date, c'était ça dans tous les cas de collectif et de co-scénarisation, mais ça me permet ça d'avoir une interlocutrice. Puis je pense qu'on ne peut que gagner en tant que créateur ou créatrice à avoir ces dialogues-là, que ce soit autour d'un projet collectif ou d'un projet d'adaptation ou quoi que ce soit d'autre. Je pense que les écritures à quatre mains, les écritures collectives, ça peut nous faire progresser dans des zones où on ne pensait pas progresser. Ça peut nous apporter l'espèce d'effet d'inattendu qui vient insuffler vraiment comme, je pense, un stimulant pour notre créativité. Fait que bref, j'en profite pour éprouver et témoigner beaucoup de reconnaissance pour toutes les personnes qui sont dans mes pratiques d'écriture. C'est ça. Enrichissant de pouvoir partager la création, étant donné que l'écriture, c'est, comme tu le disais, assez solitaire comme discipline. Le temps file, et puis tu as prononcé le mot magique, Irlande, qui m'amène à ma prochaine question. Bon, c'est un peu stagé cette question-là parce que j'ai demandé à Fanny ce qu'elle aimerait se faire poser comme question et puis je vais en profiter en même temps pour lire un extrait. Les pays gaéliques servent souvent de toile de fond dans tes écrits. Dans Déterrer les eaux, la narratrice, comme tu dis, s'envole pour l'Irlande. Dans Clair naturel, elle voyage en Écosse avec son amoureux. Sainte Kilda, c'est le nom d'une île des Hébrides extérieures au large de l'Écosse. Dans une nouvelle à paraître dans le collectif Épiderme, tu racontes de bien étranges funérailles en terre écossaise. J'aimerais que tu nous parles de ton attachement à ce coin du monde, mais juste avant, j'aimerais lire un extrait de Sainte Kilda pour que les gens puissent sentir aussi cet amour du territoire que tu as. Alors, ça va comme suit. Alors que la brume se dissipe, les contours d'Irta se précisent, menaçants et sublimes. Nous longeons de vertigineuses murailles noires et obliques, des centaines de mètres de rocs rongés par les tempêtes sur lesquels les ressacs viennent se fracasser. Des falaises comme des édifices sonores. En leur sommet, on devine une terre désolée aux herbes jaunies, piquetée çà et là d'un arbuste résilient. Et par-dessus tout, autour de nous, emplissant l'air de plumes et d'éclats de chair de poisson, les oiseaux. Merci! Merci, en fait, c'est un des passages que j'affectionne aussi de Saint-Kilda. Puis, en fait, ça va me permettre aussi de peut-être boucler la boucle de ce dont on a parlé d'entrée de jeu, c'est-à-dire mon amour pour les images. En fait, je peux pas cacher que je suis absolument en amour total pour les paysages de ces pays-là. L'Irlande, l'Écosse... je ne sais pas pourquoi et d'où vient cet attachement profond pour ces paysages-là, mais je l'ai toujours eu. J'étais toute jeune, puis je rêvais d'aller en Irlande. C'était vraiment, ça m'habitait. Mon premier roman se passait en Irlande. Tu sais, le roman de fantasy dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était ça, c'était un roman qui se passait en Irlande. Puis ils ont toujours été là, puis j'ai l'impression qu'à travers les mots, je me gâte quand j'en parle. Puis même dans mes projets de Déterrer les eaux puis de Roux clair naturel, qui surtout Roux clair naturel, qui à mains égards m'ont été difficiles. On dirait que à chaque fois que je rentrais dans les moments où je décrivais ces voyages-là, qui sont des voyages que j'ai faits, j'ai voyagé 2 fois en Irlande, puis 2 fois en Écosse. Je me permets d'aller piger dans mes souvenirs de voyage, je me permets d'aller les rejouer. Donc, pour moi, je me fais énormément plaisir quand je vais dans ces endroits-là. Je pense qu'au-delà du plaisir que j'éprouve en écrivant ça, plaisir qui d'ailleurs, je pense, qui est très, très révélateur, puis autant, je l'ai mentionné tout à l'heure, j'essaie d'aller du côté des choses qui sont difficiles à aborder, autant j'essaie d'aller aussi dans ce qui me fait vraiment plaisir, puis ce qui me fait triper.
D'ailleurs, je cède complètement à mon obsession pour l'Écosse et l'Irlande quand je me permets d'y aller à travers les mots. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va passer au travers de ce que j'écris, qu'on va ressentir aussi. J'espère en fait partager ce que je porte comme affection pour ces pays-là. Fait que bref, tout ça pour dire qu'au-delà de cette affection-là profonde et le plaisir que je ressens, j'ai l'impression que thématiquement parlant, il y a quelque chose qui se trame entre mes sujets de mes romans puis de mes nouvelles et l'espèce d'imaginaire et peut-être même image qu'on attribue à l'Écosse et à l'Irlande, au sens où il y a peut-être une intensité qu'on retrouve non seulement dans les paysages naturels, mais aussi une intensité dans la manière de vivre, de croire aussi en une espèce d'autre monde qui nous habite toujours continuellement. Hein. C'est des pays très attachés à leurs imaginaires, qui croient même encore beaucoup tout ce qui est fées, fantômes, spectres. C'est sûr que du côté de l'Écosse, par exemple, toute la littérature liée aux imaginaires est en grande partie redevable aux auteurs de ce pays-là. Hein. Le double, le doppelganger, le fantôme, ça vient tout en quelque sorte d'auteurs comme Robert Louis Stevenson et compagnie. Fait que j'ai l'impression que tout ce bagage-là est très fort et rejoint en quelque sorte ce que moi, en tant qu'autrice qui vit au Québec, se propose de faire aussi. Une espèce d'autre monde constamment en surimpression avec le nôtre. Donc, je considère que je fais quelque chose de toujours un peu réaliste, mais avec une touche surnaturelle, avec la cohabitation du réel puis du fantasmagorique qui vient un peu imprégner mes scènes qui sont parfois oniriques. Fait que j'ai l'impression que mon univers littéraire communique avec le monde, l'imaginaire, la littérature, même, je pense, de l'Irlande et de l'Écosse. Donc, pour toutes ces raisons-là, on dirait que je me permettais d'y aller un peu parcimonieusement dans mes romans où il y avait simplement des voyages faits par ma narratrice. Mais là, pour mes prochains projets, je cède complètement, la digue est sautée. Puis, je suis en train de faire plutôt un recueil de nouvelles qui se passe en Écosse, un recueil de nouvelles d'horreur. Il y a la nouvelle, comme tu l'as mentionné, pour le collectif Épiderme apparaître l'hiver prochain, qui est une nouvelle qui se passe justement dans un univers un peu surnaturel en Irlande. Donc, j'ai l'impression que de plus en plus, là, je vais me permettre d'aller de ce côté-là parce que mes expériences d'écriture précédentes me le confirment. Je pense qu'il y a comme une pierre de touche dans ces endroits-là. Puis, c'est pour moi aussi l'occasion de creuser comme oui, j'ai une affection comme sentimentale à ces endroits-là, mais aussi intellectuelle au sens où l'histoire, les croyances, les mœurs, tout m'intéresse. La culture des pays gaéliques m'intéresse fortement. D'ailleurs, un de mes rêves d'enfance, c'est d'apprendre à parler gaélique. T'sais. Juste pour dire que de pouvoir écrire là-dessus, ça permet de mettre à profit ma passion et ma grande curiosité intellectuelle par rapport à ces pays-là. Ah, Fanny, c'est déjà la fin pour mes questions à moi. Le temps a passé follement vite. Donc, il va me rester la question du public qui va me permettre d'aborder deux thèmes que je n'ai pas eu le temps d'aborder. La question insolite qui a été posée au public. Selon vous, qu'est-ce qui inspire le plus Fanny Demeule dans son processus d'écriture, les bagels ou les guerrières? Donc, il y a eu 41 votes pour les bagels et 24 votes pour les guerrières et 22 votes autres. Oh, OK. Merci. Donc, les bagels, pour une petite mise en contexte, ça fait référence à une suite qui a été réalisée sur la revue en ligne Le Crachoir de Flaubert. Et les guerrières, c'est ton sujet de doctorat sur les néo-Amazones. Donc, si tu as envie de nous parler de ces deux sujets-là ou de celui que tu veux, vas-y, il y a 10 minutes pour ça. Okay, c'est parmi les choses de la vie que j'adore le plus quand il y a du miscellané à ce point-là. Fait que oui, un beau wild combo guerrière-bagel. Donc, bagel, je vais d'abord remercier Mathias Carpula qui m'a vraiment bien encadré. Il a été mon directeur littéraire, en fait, pour ces bagels que je faisais paraître pendant 1 an à raison d'1 bagel par mois. Et bagel, c'était quoi ce projet-là? Pourquoi ce titre-là? C'est que bagel, c'est le seul projet que je peux dire comme récit de soi, là, autobiographique par rapport à mon vécu avec le trouble alimentaire,
parce que, surprise, déterrer les eaux, c'est une fiction. Donc oui, je me suis permis d'en déterrer les eaux, de venir piger dans mon vécu, mais il y a énormément d'inventions. Bon, mon roman est imprimé sur la page couverture, alors que dans Bagel, je venais témoigner de ce que j'avais vécu et surtout rendre hommage aux personnes qui m'avaient accompagnée. Parce que si dans Déterrer les eaux, l'héroïne, la protagoniste, la narratrice, vit ça en solitaire, puis ça se passe très mal pour elle, ben ça n'a pas été mon cas. Fait que je venais un peu rectifier ce qui s'est passé dans Bagel. Et donc, pourquoi Bagel? C'est qu'à chaque fois que j'allais voir un psychologue à Montréal dans le temps avec mon père, on allait au Bagel Saint-Viateur s'acheter une douzaine de bagels. Donc, le 12, c'est le nombre magique. Donc, la douzaine de bagels que j'ai mis en scène dans cette trame-là cyclique de mes petites nouvelles de 300 mots. Puis d'ailleurs, 300 mots, c'est parce qu'il y a 300 calories dans un bagel. Donc, tout était pensé là, autour du bagel dans ma suite bagel. Fait que c'est ça, le motif du bagel et le titre du bagel viennent de ce qui se passait puis ce qui se passe concrètement dans mes petites nouvelles. Et après ça, je me tourne vers les guerrières. Guerrières qui m'ont occupée pendant 6 ans de doctorat à l'UQAM en recherche. Donc, je me suis intéressée à un phénomène de plus en plus courant en culture populaire, qui est celui de représenter des femmes combattantes et, a fortiori, dans des productions, des grosses franchises, super productions telles que Game of Thrones, Vikings et Hunger Games. Donc, je viens de vous nommer mon corpus d'études principales. Ça m'a permis, en fait, de traiter d'une chose qui me tient énormément à cœur, qui m'a fait vraiment énormément de plaisir à traiter aussi à travers cette recherche-là. C'était la question de la représentation des femmes au combat. Pourquoi cette image-là aujourd'hui? Comment cette image-là, on la représente, mais aussi comment elle s'est faite réapproprier par les fans. Donc, je me suis intéressée principalement à ces 2 questions-là dans ma problématique de recherche. Donc, qu'est-ce que les textes nous présentent, comment on nous présente aujourd'hui les femmes guerrières, quels intertextes on vient créer aussi avec la mythologie, avec des figures historiques. Et d'un autre côté, je me suis tournée vers ce que les femmes réelles en faisaient. Donc, comment est-ce qu'on vient on vient porter un peu, en quelque sorte, les guerrières sur nous, en soi, comment on vient rejouer leur combat à travers la vie quotidienne. Donc, c'était, comme vous le devinez, puis j'imagine que vous l'entendez, absolument passionnant comme recherche. Donc, c'était à l'UQAM. Je tiens à remercier aussi mes directeurs Samuel Archibald et Antonio Dominguez-Leva. Donc voilà, c'était une belle aventure. Je pense que j'ai 2 petites minutes pour rebondir sur ça, parce que j'ai remarqué que pendant cette période-là où tu écrivais ton doctorat, tu as écrit la nouvelle Alliage pour le collectif Folle Fruit Forte. Oui. Où est-ce que tu racontes l'histoire de 2 femmes qui ont été successivement contre-maîtresses sur un chantier de construction. Est-ce que tu pensais à ces guerrières-là en écrivant cette nouvelle-là? Tout à fait. En fait, la thèse sur les guerrières, je l'ai mentionné, c'était en recherche, donc je n'ai pas fait de création directement liée à mon diplôme. Par contre, ça a tellement imprégné mon imaginaire. Je veux dire, pendant 6 ans, je faisais quasiment juste ça, lire des romans là, de fantasy, de science-fiction, de teen novel. Fait que, dans le fond, de baigner dans tout ça, je ne m'en suis même pas rendu compte moi-même en faisant alliage, mais je venais rejouer en quelque sorte. La prémisse de départ, c'est une réécriture de Wonder Woman et des Amazones. Tu sais, on est avec une île où ne vivent que des femmes qui se transmettent d'une génération à l'autre un savoir ancestral de construction. Donc, c'est un mélange de figures d'alchimistes et de sorcières, mais c'est des femmes extrêmement fortes, qui sont vraiment capables physiquement de faire de la job d'aura. Donc, c'est sûr que toutes les représentations de guerrières et du mythe des Amazones m'ont conduite à écrire cette nouvelle-là. J'ai écrit aussi une autre nouvelle pour la revue Muse Médusa qui rejoint un peu le mythe des Amazones aussi. Je mettais en scène des créatrices, des peintres qui peignaient ensemble. C'est inspiré aussi de mon vécu avec mes cours d'art plastique quand j'étais jeune. Donc, je nous ai un peu portraitisés là, comme des femmes amazones qui peignaient ensemble et qui s'inspiraient aussi des ancêtres guerrières, là, des arts visuels. Frida Kahlo, par exemple, etc. Donc, c'est sûr que ça a déteint tellement d'innombrables façons. Puis, en quelque sorte, même Rouclair naturel est un peu issu de ma thèse parce que
J'ai traité des représentations de la guerrière, donc physiquement, comment on les met, de facto. Il y avait la rousseur qui survenait quand même à de maintes reprises. Fait que ça m'a vraiment, en fait, permis d'éclairer mes projets créatifs connexes de manière complètement, des fois, incongrue et inattendue. Puis, je t'avouerais que c'est pas mal a posteriori que je me rends compte de tout ça. Tu sais, je voyais pas à quel point, quand j'étais dedans, là, nécessairement, j'avais aucun recul, mais maintenant, je me rends compte là, comment ça a déteint sur ma vie au-delà que ce que je pensais aussi à l'époque. Hey, Fanny, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Écoute, j'ai été vraiment très heureuse de pouvoir plonger dans ton œuvre. Je vais te suivre évidemment avec beaucoup d'attention. Je ne peux que te dire à quel point j'ai hâte de voir les adaptations de Déterrer les eaux. Donc, ça a été vraiment pour moi un moment très agréable en ta compagnie. Et puis, merci au public d'avoir été des nôtres. Et puis, merci encore à notre partenaire présentateur de la série des rencontres et entretiens du festival, BCF Avocat d'affaires. Et puis, est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin? Des remerciements à n'en plus finir pour tout le monde derrière Québec en toutes lettres, tout particulièrement Éric Leblanc qui a organisé le tout avec brio en amont de notre rencontre d'aujourd'hui. Anne-Marie, merci infiniment pour, mon Dieu, tes recherches fouillées sur mes écrits, tes questions aussi absolument passionnantes. J'ai eu beaucoup de plaisir durant notre entretien, donc vraiment, je te retourne les remerciements. Merci aussi à toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment. Si vous saviez le bien que ça fait de savoir qu'on a encore des discussions autour de la littérature, sur la création en ce moment où il y a des pertes de repères à n'en plus finir dans le milieu des arts. Donc, merci. Je vous invite à consulter tout ce qui a été fait aussi jusqu'à maintenant, là, les autres entretiens et aussi de suivre celles à venir, les prochaines rencontres. Donc, voilà, merci énormément. Oui, pour découvrir la programmation de Québec en toutes lettres, je vous invite à visiter le site Québec en toutes lettres au pluriel.qc.ca. Et puis, si vous voulez vous procurer les livres de Fanny Demeule, vous pouvez visiter la page des libraires où est-ce qu'il y a aussi l'ensemble des livres des auteurs et autrices présents et présentes pendant le festival. Donc, merci et puis à bientôt, j'espère. Merci beaucoup.